Depuis sa naissance jusqu'à ses derniers jours, Hitler nourrit une haine profonde envers les Juifs, une haine qui ne cessait de croître. Avec des motifs, des accusations et des raisons construits dans son esprit, il a réussi à convaincre le monde qu'il était nécessaire d'anéantir tous les Juifs. Mais pourquoi Hitler détestait-il autant les Juifs? C'est parti. Le garçon qui rêvait de pouvoir absolu. Adolf Hitler est né le 20 avril 1889 dans un petit village appelé Braunau am Inn, dans la province de Haute-Autriche, dans l'Empire austro-hongrois. Il était le quatrième enfant d'une famille de la classe moyenne composée de son père Alois Hitler, agent des douanes, et de Clara Pölzl, qui était la troisième épouse d'Alois. Les parents d'Adolf Hitler étaient cousins, donc lorsqu'ils ont voulu se marier, ils n'ont eu d'autre choix que d'obtenir une dispense papale pour le mariage. À sa naissance, le petit Hitler fut baptisé dans l'église Saint-Étienne, dans le village où il grandit. Le nom choisi n'est pas une coïncidence, car Adolf dérive des mots du vieux haut-allemand Adel et Wolf, la phase la plus ancienne de la langue allemande. Adel signifie noblesse et Wolf signifie loup, donc Adolf signifie loup noble. Durant sa jeunesse et son âge adulte, Hitler a utilisé l'origine de son nom pour créer son propre surnom Wolf. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs quartiers généraux ont adopté ce terme, comme le Wolfschanze en Prusse orientale et le Werwolf en Ukraine, entre autres. L'enfance d'Adolf Hitler fut hostile. Il a été brutalement fouetté. Pour éviter de souffrir, il a choisi d'arrêter de pleurer et d'empêcher son père de remarquer sa vulnérabilité. Il a eu de bons résultats à l'école primaire, mais lors de sa première année de lycée, il a été suspendu et n'a eu d'autre choix que de redoubler. Selon le témoignage de ses professeurs, Hitler ne voulait pas étudier. Il y avait cependant un auteur qu'il lisait attentivement et pour lequel il manifestait un profond intérêt. C'était le professeur d'histoire Leopold Putsch qui a utilisé un discours idéologique qui a directement influencé les convictions d'Adolf Hitler. Dans Moi dans Kampf, c'est-à-dire Mon combat, son premier livre, Hitler a révélé que ses mauvais résultats scolaires étaient directement liés à sa relation avec son père. Échouer aux examens et ne pas prêter attention aux professeurs était sa façon de s'opposer à Alois. Pendant plusieurs années, les deux hommes ont eu des discussions animées sur la carrière qu'Adolf Hitler poursuivrait après avoir terminé ses études secondaires. Le père voulait que son fils obtienne un diplôme d'agent des douanes. De plus, il souhaitait qu'il devienne fonctionnaire, un poste qu'Alois occupa dès son plus jeune âge. Mais celui qui allait devenir plus tard le Führer avait d'autres plans. Depuis son enfance, il rêvait de devenir peintre. Il était obsédé par les arts. En fait, il se définira plus tard comme un artiste incompris. Le 3 janvier 1903, Adolf Hitler reçoit une nouvelle qui change sa vie à jamais. Alois Hitler, son père, est décédé. Cette nouvelle eut un impact profond sur Hitler. Ses résultats scolaires se sont nettement dégradés et il semblait n'avoir aucune orientation. À 16 ans, il abandonne l'école secondaire sans diplôme. Au fil du temps, certains traits significatifs de sa personnalité ont pu être observés. Hitler se considérait comme un nationaliste pangermaniste, détestant la diversité ethnique de l'Empire austro-hongrois dans lequel il vivait et abhorrant profondément la monarchie des Habsbourg. Il y a des années, curieusement pendant ses années d'école, il a remarqué un homme politique qu'il a rapidement commencé à admirer, Georg von Schönerer. Avec Victor Adler, Robert Pataï, Heinrich Friedjung et Engelbert Pernerstorfer, Schönerer proposa le programme de Linz de 1882, qui était une plateforme politique exigeant la germanisation complète de l'État autrichien. Cela signifiait la création d'un État autrichien dominé par l'Allemagne. Dans le manifeste, il proposait de céder les régions de Galicie, de Bucovine et de Dalmatie à la Hongrie. Ils ont également suggéré que l'allemand devienne la langue officielle de l'Autriche.
le programme de Linz n'a pas été un succès, car il n'a pas été soutenu par des cercles politiques influents. Toutefois, ce n'était pas le principal facteur atténuant. Les collègues de von Schönerer l'ont licencié après qu'il ait fait preuve de graves tendances antisémites en ajoutant un paragraphe sur la race aryenne. Il y proposait d'exclure les Juifs, parmi d'autres minorités, du traitement. Cela n'était pas toléré par Adler et Fried Jung, qui appartenaient à la communauté juive. 2 ans plus tard, il déclarait publiquement que l'antisémitisme était le pilier central de l'idée nationale. Vienne, la ville qui a allumé la haine. 4 ans après la mort de son père, après avoir erré avec sa mère dans des villes comme Steyr et Linz, il s'installe à Vienne pour une période de 2 mois avec l'aide financière de sa famille. Durant son séjour, il visite l'Académie des Beaux-Arts, où il s'enquiert des conditions d'admission pour devenir peintre. Après quelques semaines, il revient passer une audition, mais n'ayant pas le talent nécessaire, il est rejeté. Après une 2e tentative désastreuse, le recteur de l'Académie lui suggère de se plonger dans le domaine de l'architecture. Hitler n'avait pas terminé ses études secondaires. Il lui était donc difficile d'être accepté dans ce cursus universitaire. Durant cette période, Hitler reçut une triste nouvelle. Fin 1907, sa mère Clara était décédée d'un cancer du sein. La douleur l'envahit. Cependant, un fait curieux ressort de cet événement. Le médecin qui avait supervisé la maladie de Clara était le docteur Eduard Bloch, d'origine juive. Bloch était marié à Lili Kafka, avec qui il a eu 2 filles, Émilie et Gertrude. Au fil du temps, il a prospéré dans sa carrière de médecin privé. Cependant, il ne soignait pas seulement les patients aisés, mais aussi les plus pauvres, qu'il visitait à domicile après avoir voyagé dans sa propre calèche, en essayant de les facturer en fonction de leur situation financière. Ce comportement lui a valu le pseudonyme de « médecin des pauvres ». 3 ans avant la mort de Clara, Bloch avait guéri Hitler d'une maladie que l'on pensait initialement pulmonaire, mais qui s'est avérée plus tard être un simple rhume qui s'est transformé en amygdalite. À partir de ce moment-là, chaque fois que la famille Hitler avait besoin de soins médicaux, elle n'hésitait pas à se tourner vers Bloch. Lorsque la mère d'Hitler souffrit d'un cancer du sein, elle fut d'abord opérée par un collègue, mais l'opération ne réussit pas à résoudre le problème. Il appela rapidement Bloch, qui sans hésiter vint à son domicile et tenta de traiter la plaie avec de l'iodoforme, un antiseptique devenu le seul traitement porteur d'espoir. Ce médicament était extrêmement douloureux et surtout gênant à cause de l'odeur qu'il dégageait. Cependant, cette décision n'était pas judicieuse, car elle provoqua un empoisonnement qui s'avéra rapidement fatal. Bloch a fait de son mieux pour soulager la douleur avec des injections de morphine, mais 9 mois après l'injection d'iodoforme, Clara n'a pas pu survivre et est décédée. Adolf Hitler lui en était profondément reconnaissant. Bloch avait eu la gentillesse de traiter Clara parfois pour quelques pièces et d'autres fois gratuitement. Quelque temps plus tard, Hitler lui envoya divers tableaux et cartes postales dessinés par lui. Il en est resté profondément reconnaissant. Lorsque Hitler prit finalement le pouvoir, il prit sur lui de protéger Bloch et sa femme de nombreuses politiques antisémites du régime. Il croyait que si tous les Juifs étaient comme lui, il n'y aurait pas de question juive. Ce fait est surprenant car à cette époque, Hitler prêchait déjà une idéologie antisémite. De nombreux historiens se sont demandé pourquoi il lui avait sauvé la vie s'il n'avait pas réussi à guérir sa mère. Cette question reste un mystère pour de nombreux spécialistes. Bien qu'il ait bénéficié du soutien d'Hitler, Bloch ne pouvait pas exercer sa profession en raison de l'interdiction faite aux médecins juifs de travailler. Finalement, Bloch écrivit à Hitler pour lui demander de l'aide, et Hitler répondit curieusement avec gentillesse. Grâce aux efforts du Führer, le médecin put vendre sa maison au prix du marché et s'exiler aux États-Unis. Pour revenir à la chronologie, au début de 1908, après la mort de sa mère, Hitler décide de s'installer définitivement à Vienne. Grâce à un généreux héritage de sa mère, il a pu vivre confortablement quelques mois sans travailler. Contrairement à Linz, la dernière ville où il avait vécu, la population de Vienne était majoritairement allemande.
Bien qu'Hitler aimait la capitale autrichienne, il n'était pas d'accord avec sa culture multiethnique, multinationale et multireligieuse. À la fin de 1909, il était à court d'argent. Il a été expulsé de son appartement et est tombé dans la plus profonde pauvreté. Il n'avait pas d'autre choix que de vivre temporairement dans un refuge pour sans-abri. Durant cette période, il fréquentait les soupes populaires. Plus tard, il a déménagé dans une résidence pour hommes. Il gagnait sa vie en effectuant des petits boulots comme pelleter la neige, porter des valises à la gare et travailler comme ouvrier du bâtiment. En 1910, il commence à peindre des aquarelles à partir de cartes postales de la ville de Vienne, vendues par son partenaire. Durant les 2 premières années où Hitler vécut dans cette ville autrichienne populaire, le maire était Karl Lueger, un homme politique qu'Hitler observait avec une attention particulière et une fascination loyale. Lueger est né à Vienne en 1844. Il a commencé sa carrière dans l'aile gauche du Parti progressiste et en 1875 a été élu candidat à la mairie. En 1885, il coopère avec von Schönerer dans des campagnes antisémites pour le programme de Linz et 2 ans plus tard, il prononce un discours violemment antisémite en soutien au projet de loi de Schönerer contre l'immigration juive de Russie et de Roumanie. Pour ses actions, Lueger était extrêmement populaire parmi les classes moyennes inférieures. Cela était dû en grande partie à ses discours vulgaires et campagnards, qui comprenaient également des préjugés économiques et religieux antisémites courants à l'époque. Il a habilement canalisé le mécontentement social en présentant à la fois le capitalisme et le marxisme comme des produits de la mentalité juive, rappelant la haine historique supposément fondée des Juifs. En 1897, François-Joseph Ier confirma Lueger comme maire de Vienne, après l'avoir refusé à d'autres occasions. Dans ce rôle, il a pu mettre en œuvre diverses pratiques discriminatoires à l'encontre des Juifs, comme ne pas les employer dans les services municipaux et limiter leurs postes vacants au lycée et à l'université. Il a également soutenu des hommes politiques qui ont activement perpétué le mythe du crime rituel, selon lequel les Juifs sacrifiaient rituellement des enfants chrétiens pendant la Pâque pour obtenir du sang pour le pain sans levain qu'ils mangeaient habituellement. Ce mythe est né au 7e siècle, à une époque où l'antisémitisme était monnaie courante dans les rues d'Europe. Ainsi, le meurtre d'un jeune Anglais, connu sous le nom de Guillaume de Norwich, fut attribué aux Hébreux locaux. Cependant, il était parfois considéré comme pieux ou généreux envers la communauté juive. Au début, il fréquentait des membres juifs, et l'un d'eux était Ignaz Mandl, un avocat juif qui continua d'être son ami et son conseiller politique même après son expulsion du Parti démocrate en 1889. Il employa également le maire adjoint en parti juif, Julius Porzer. Il est également apparu dans une synagogue portant le collier du maire et s'est rendu dans plusieurs foyers juifs où il a affirmé que c'était à lui de décider s'il était juif. Sans aucun doute, l'influence de Lueger fut transcendante dans la carrière d'Hitler. À l'époque, il avait appris de Schönerer que les Juifs ne pourraient jamais être des citoyens allemands à part entière. Avec Lueger, il prend conscience que l'antisémitisme et les réformes sociales peuvent être couronnées de succès. Dans Mein Kampf, Hitler l'a qualifié de « plus grand maire allemand de tous les temps ». En fait, il a lui-même affirmé que son idéologie politique s'était formée dans la ville de Vienne, donnant crédit à la fois à Lueger et aux journaux antisémites locaux. Cependant, si l'on prend en compte les preuves du mode de vie d'Hitler dans la ville autrichienne, certains doutes surgissent. Adolf Hitler avait des connaissances et des partenaires commerciaux juifs. En fait, tout indique qu'Hitler n'a adopté une idéologie antisémite globale qu'après avoir quitté Vienne pour Munich. Aussi, Ut Kubizek, un chef d'orchestre connu pour être un ami d'Adolf Hitler, a mentionné que son profond antisémitisme était venu à Vienne de Linz. Il a cependant également mentionné que sa haine accumulée envers toutes les forces menaçant les Allemands se concentrait principalement sur les Juifs, qui jouaient un rôle important à Vienne. Certaines sources affirment que lors de son séjour en Autriche, Hitler a qualifié Vienne de « perle à mes yeux ».
Cependant, certains historiens indiquent qu'il n'a jamais réussi à s'y installer car il détestait ses habitants. Munich, la ville qui a façonné le Führer. En mai 1913, Hitler s'enfuit à Munich, une ville appartenant à l'Empire allemand, pour éviter de remplir son obligation de service militaire en Autriche-Hongrie. Il était terrifié à l'idée de faire partie d'une armée aux côtés des Juifs et des Slaves. Cependant, il a toujours été attiré par la culture, la force et la prospérité de l'Empire allemand. Le cadeau d'Hitler n'était pas très encourageant. Il a dû attendre quelques mois pour récupérer l'héritage de son père et voulait entrer à l'Académie des Beaux-Arts de Munich, mais il avait peu confiance en sa capacité à y obtenir une place. Le 18 janvier 1914, les autorités autrichiennes parviennent à le localiser et lui adressent une convocation au tribunal exigeant son retour. Il a soutenu qu'il avait quitté son pays d'origine parce que le mélange racial à Vienne le dégoûtait. La police autrichienne l'a informé que se soustraire au service militaire était passible d'une lourde amende, mais que quitter l'Autriche constituait une désertion passible d'une peine de prison. Sans grand choix, Hitler se rendit à Salzbourg où il fut examiné et déclaré inapte au service militaire. La Première Guerre mondiale a réveillé le leader de l'horreur. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate, marquant un tournant dans la vie d'Adolf Hitler. Cet événement historique a donné un nouveau sens à sa vie et a même défini sa vocation. Ses journées jusque-là étaient remplies de conflits et d'absences, mais cette bataille imposante allait changer sa vie. La même année, il décide de s'engager dans l'armée bavaroise qui, aux côtés de l'armée allemande et de l'Empire austro-hongrois, combat contre la France, l'Angleterre et la Russie. Bien qu'il soit un citoyen étranger, les autorités l'ont accepté. Le 2 août, Hitler, alors âgé de 25 ans, assistait à un événement patriotique à Munich, sur la place centrale, le Odeonsplatz, qui fut découverte des années plus tard par Heinrich Hoffmann, le photographe d'Hitler, et qui finit par devenir une image de propagande de l'Allemagne nazie. Il rejoint rapidement le 16e régiment d'infanterie de réserve bavarois. Il reçut une formation militaire limitée mais accélérée et son unité fut rapidement envoyée en Belgique. Ils ont combattu lors de la première bataille de Ypres qui s'est déroulée en octobre et novembre 1914. Ce fut la seule expérience d'Hitler en matière de combat en première ligne. Hitler fut plus tard promu Gefreiter, le 2e grade promotionnel pour un soldat. À un niveau général, ce poste était à peu près équivalent au grade de soldat de première classe dans l'armée américaine, qui est souvent traduite à tort par premier caporal. C'était la seule promotion qu'il a reçue. Jusqu'à la fin de sa participation, il est resté sous ce même surnom. Il reçut cependant diverses médailles, la Croix de fer de 2e classe en décembre 1914 et la Croix de fer de première classe en août 1918. En 1914, Hitler est nommé messager. Son travail consistait à transmettre des messages vers et depuis le quartier général du régiment. Au cours des 4 années suivantes, le régiment a combattu dans diverses batailles en Belgique et en France sur le front occidental. Lors de ces affrontements, Hitler se trouvait souvent à plusieurs kilomètres du front. Cependant, lors de la bataille de la Somme, il fut blessé par un éclat d'obus dans la partie supérieure de la cuisse. Hitler a servi en service actif avec son unité pendant la majeure partie de la Première Guerre mondiale, mais a passé un certain temps sur le front intérieur. Après l'incident de la Somme, il a passé 2 mois en convalescence dans un hôpital militaire près de Berlin. Là, il fut témoin d'une famine généralisée parmi les civils allemands durant l'hiver 1916, qui se prolongea jusqu'en 1917. En septembre 1918, pendant son congé, Hitler observa l'effondrement moral sur le front intérieur allemand. Ces images ne quittèrent jamais son esprit et jouèrent un rôle déterminant dans ses décisions concernant l'approvisionnement alimentaire pendant la Seconde Guerre mondiale. 1 mois plus tard, Hitler fut blessé par une attaque au gaz moutarde en Belgique et envoyé à l'hôpital militaire de Paswalk. Alors qu'il est en rééducation, il apprend l'armistice du 11 novembre, le renversement du Kaiser Guillaume II et l'arrivée de la Révolution allemande. Cette nouvelle fut dévastatrice pour Hitler.
Tout commença à s'assombrir à nouveau sous mes yeux, écrivit-il. Mais il a aussi montré sa fierté. Je n'ai pas honte de dire que, emporté par mon enthousiasme, je me suis agenouillé et j'ai remercié le ciel du fond du cœur de m'avoir permis de vivre aussi longtemps. Après la défaite, la légende du coup de poignard dans le dos est devenue populaire, ce qui a été extrêmement convaincant pour Hitler. En 1919, une commission d'enquête parlementaire interroge le général Paul von Hindenburg, commandant suprême de l'armée allemande, sur les causes de la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Dans cette conversation, il a déclaré que l'Allemagne avait été vaincue en raison du manque de soutien du gouvernement qui, au plus fort du conflit, n'avait pas hésité à entamer des négociations de paix. D'autre part, Hindenburg a mentionné que l'armée allemande était affaiblie par l'atmosphère révolutionnaire dans ses propres rangs et dans le reste du pays. Là, le commandant suprême cite un général britannique qui avait déclaré « L'armée allemande a été poignardée dans le dos ». C'est ainsi qu'est née la théorie du coup de poignard dans le dos. Il y a aussi ceux qui disent que le terme vient d'une expression évoquée dans l'opéra Götterdämmerung, qui signifie en espagnol « le crépuscule des dieux », présenté par Richard Wagner en 1876, dans lequel Hagen assassine son ennemi Siegfried par derrière. Il s'agit d'une théorie du complot qui prétend que l'armée allemande n'a pas été vaincue sur le champ de bataille, mais plutôt à cause des politiciens sociaux-démocrates. Selon cette prémisse, ce sont eux qui portent la responsabilité de signer le cessez-le-feu afin d'atteindre leur objectif de prise de pouvoir. Bien que le commandement de l'armée ait commis des erreurs qui ont empêché l'armée allemande de continuer à se battre, Hindenburg, avec le général Erich Ludendorff, a répandu cette histoire de complot afin de ne pas avoir à admettre ses propres erreurs pendant la guerre. Dans le même temps, divers groupes d'extrême droite, nationalistes et antisémites considèrent la théorie du coup de poignard dans le dos comme la conséquence d'une conspiration juive internationale. En fait, de telles fausses légendes circulaient déjà pendant la guerre, jetant le doute sur le patriotisme des Juifs allemands sur le champ de bataille. C'est pour cette raison que le gouvernement allemand avait instauré en 1916 un recensement des Juifs dans l'armée. Les résultats ont montré qu'il y avait un nombre similaire de Juifs et de non-Juifs, avec la même fréquence sur les lignes de front. Cependant, les résultats de cette étude n'ont pas été rendus publics. Les historiens allemands et internationaux rejettent unanimement ce mythe. Ils soulignent que l'armée allemande était à court de réserves et qu'elle était complètement dépassée par l'entrée en guerre des États-Unis. En 1933, lorsque Hitler et le parti nazi arrivèrent au pouvoir, ils firent de cette légende un élément fondamental de leur histoire officielle des années 1920. Ils ont présenté la République de Weimar comme l'œuvre des criminels de novembre, qui avaient poignardé la nation dans le dos pour s'emparer du pouvoir. La propagande nazie a exploité cette théorie pour les décrire comme un bourbier de corruption, de dégénérescence, d'humiliation nationale, de persécution impitoyable de l'opposition nationale honnête. 14 années de règne des Juifs, des marxistes et des bolcheviks culturels qui avaient finalement été balayés par le mouvement national-socialiste sous Hitler, et la victoire de la Révolution nationale de 1933. Les protocoles de Sion ont semé le poison de l'antisémitisme. De retour à la période qui a suivi la Première Guerre mondiale, Hitler arpentait les rues de Munich et sentait le climat idéal de l'antisémitisme. La ville allemande était devenue un foyer de sentiments anti-juifs. Ils ont été accusés des actions de la République soviétique bavaroise communiste. Dans ce contexte, une publication intitulée « Les protocoles des sages de Sion » a été traduite en allemand. Il s'agit d'un texte écrit en 1903 qui relate des théories du complot antisémite. Dans ce livre, l'idée d'un groupe secret de juifs qui contrôle le monde, appelé les sages de Sion, est formulée. Les protocoles ont été publiés pour la première fois au début du XXe siècle dans l'Empire russe, dans Znamia, qui signifie « la bannière », un journal de Saint-Pétersbourg appartenant au prestigieux écrivain antisémite Pavel Krouchevan.
Plusieurs chercheurs sont convaincus que Khrouchtchevan était l'auteur original des protocoles. Lorsque son journal a publié le texte, il a écrit un prologue et un épilogue. L'éditeur a avoué avoir découvert un véritable document prouvant l'existence d'une conspiration juive mondiale. Khrouchtchevan a affirmé qu'il s'agissait du compte-rendu d'une réunion de l'Union mondiale des francs-maçons et des sages de Sion. Les premières publications comprenaient 24 chapitres et mentionnaient que ces sages anciens prévoyaient de contrôler la politique mondiale, l'économie, les marchés financiers, les médias et l'éducation. Ils ont également affirmé que les Juifs avaient l'intention de détruire le christianisme et le reste des religions du monde. Il a également mentionné que les Juifs auraient intérêt à maintenir le monde dans un état de guerre. Comme preuve présumée, Khrouchtchevan a cité le mouvement sioniste émergent qui prônait un État juif indépendant dans l'ancienne patrie juive. Certains ont prétendu que les protocoles étaient en réalité les minutes du premier congrès sioniste tenu à Bâle, en Suisse, en 1997, ce qui s'est avéré faux. En 1905, les protocoles furent publiés en annexe d'un livre sur la venue de l'Antéchrist. Ce livre a été écrit par Sergius Nilus, un mystique russe antisémite, qui affirmait que les Juifs étaient des agents des forces sataniques cherchant à détruire le monde. Pendant ce temps, Hitler se réjouissait de son souhait qui se réalisait peu à peu, que l'Allemagne et le monde entier voient les Juifs de la même manière que lui. Après la révolution bolchevique de 1917, les protocoles des sages de Sion commencèrent à circuler plus fréquemment. La même année, le tsar russe abdique le trône au milieu d'un soulèvement populaire. Les manifestants réclamaient de la nourriture en raison de la pauvreté croissante. Quelques mois plus tard, le parti bolchevique, qui deviendra plus tard le parti communiste, organisa un coup d'État. La crainte systématique que les révolutions communistes se propagent à travers l'Europe a renforcé l'une des principales théories du complot antisémite contenues dans les protocoles. Les Juifs seraient responsables du communisme et de la préparation de cette révolution. Cette fausse accusation est connue sous le nom de judéo-bolchevisme. En 1919, il fut traduit en allemand. Au cours des années 1920, différentes versions apparaissent aux États-Unis, principalement à New York et à Boston. Dans le même temps, des copies ont été envoyées à Londres et au Japon dans leur langue originale. En 1921, il fut traduit en italien, en suédois et en norvégien. 2 ans plus tard, il fut traduit en polonais, et en 1925, il fut disponible en Syrie et en arabe. Avec les protocoles de Sion sont apparus de nouveaux livres promouvant des théories de conspiration antisémites. Parmi les ouvrages les plus reconnus, on trouve Le Juif international, le problème le plus important du monde, de Henry Ford, fondateur de la Ford Motor Company, qui a été traduit en 16 langues, dont l'allemand. Au fil des années, les détails du texte ont été modifiés pour répondre correctement à l'état actuel de l'affaire. S'il est vrai que des médias tels que le New York Times, le journaliste Herman Bernstein du New York Herald et le journaliste diplomatique britannique Lucien Wolg a pris sur lui de publier des textes dans lesquels il niait les protocoles de Sion et les accusait d'être falsifiés. La vérité est que la diffamation avait déjà été commise et qu'une grande partie de la société européenne et nord-américaine était d'accord avec plusieurs points. Dans les années 1920, Adolf Hitler a lu les protocoles grâce à Alfred Rosenberg, un éminent penseur du parti nazi et auteur du livre Le mythe du XXe siècle, dans lequel il développe différentes théories raciales nazies. Avec ces théories, Hitler confirma ses sentiments et comprit une fois de plus que, même s'il n'avait pas écrit ses publications, ses croyances atteignaient les têtes et les cœurs de nombreuses personnes. Dans son livre Mein Kampf, Hitler a déclaré que les protocoles révèlent la nature et l'activité du peuple juif et énoncent ses objectifs ultimes. À son arrivée au pouvoir en 1933, Hitler ne fit pas directement référence aux protocoles dans ses discours publics, mais il répéta occasionnellement de nombreux mensonges écrits dans la publication. Parmi elles,
figurait la déclaration liée au judéo-bolchevisme. À l'approche et pendant la Seconde Guerre mondiale, Joseph Goebbels, ministre de l'Éducation publique et de la propagande de l'Allemagne nazie, comprit qu'il pouvait exploiter les protocoles de Sion pour diaboliser les Juifs. Cependant, quelques années plus tôt, Goebbels avait fait référence aux protocoles dans son journal, écrivant « Je crois que les protocoles des sages de Sion sont un faux. Je crois à la vérité intrinsèque, mais non factuelle, des protocoles. » En bref, Goebbels pensait que la publication en question était suffisamment précieuse pour promouvoir le programme antisémite du gouvernement nazi. En conséquence, Julius Streicher, rédacteur en chef du journal antisémite Der Stürmer, publia dans les années 30 de nombreux articles basés sur des idées contenues dans les protocoles. La maison d'édition centrale du parti nazi a publié 22 éditions des protocoles entre 1919 et 1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont distribué un grand nombre d'éditions des protocoles dans chacun des pays qu'ils occupaient. Même après le massacre de millions de Juifs dans le cadre de la solution finale, les autorités allemandes ont publié des éditions en russe, en ukrainien et en biélorusse en 1943. Elles ont également fait de même en France, en Belgique et en Pologne. L'ascension silencieuse que personne ne voulait voir. Au cours de l'été 1919, Adolf Hitler rejoint le bureau d'information de l'administration militaire bavaroise. Là, il recueillait des informations sur les partis politiques de Munich et dispensait une éducation politique anticommuniste aux troupes. Parallèlement, il suit un cours sur la propagande anticommuniste. Là, il a passé de longues heures à écouter diverses conférences sur l'histoire et la politique qui ont profondément influencé sa pensée. En août de la même année, Hitler prononça ses premiers discours politiques antisémites devant des soldats. Il découvre rapidement son talent d'orateur et commence à le perfectionner. Son superviseur a été positivement impressionné par ses compétences en communication et lui a demandé de répondre par écrit à la question d'un étudiant sur la question raciale juive. Hitler appréciait la confiance placée en lui et cherchait à écrire un texte parfait dans lequel il répétait des mensonges sur les Juifs fondés sur l'antisémitisme économique, nationaliste et racial. Il a également souligné le besoin urgent d'un gouvernement nationaliste qui, une fois pour toutes, expulserait complètement le peuple juif résidant en Allemagne. En septembre, il a assisté à une réunion du Parti des travailleurs allemands, connu sous son acronyme DAP, où il a prononcé un discours improvisé qui a beaucoup impressionné les dirigeants du parti qui l'ont invité à le rejoindre. Hitler accepta et, le 16 octobre 1919, prononça son premier discours officiel dans une brasserie. Ses talents d'orateur lui ont permis de monter rapidement dans la direction du DAP, collaborant constamment avec les dirigeants pour rédiger le programme politique du parti, qui a été annoncé par Hitler lors d'un grand rassemblement public tenu le 24 février 1920 à la Hofbräuhaus de Munich. Peu de temps après, le DAP devient le NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. En anglais, on l'appelait le Parti nazi. Fin 1920, Hitler quitta l'armée bavaroise et emménagea dans une petite chambre louée près du centre-ville. À partir de ce moment, il se consacre entièrement à la politique. Il commença à recevoir de plus en plus d'argent, soit grâce aux avantages qu'il recevait au sein du parti nazi, soit grâce à ses discours politiques. Finalement, à la mi-1921, Hitler s'établit comme chef du parti nazi. La lettre de Geimlich a scellé le début d'une idéologie mortelle. En 1919, 10 mois après la fin de la Première Guerre mondiale, Hitler envoya un manuscrit en réponse à une conversation avec Adolf Geimlich, un collègue du bureau de renseignement militaire de Munich. Les fonctions de Geimlich comprenaient la création de propagande pour l'armée allemande. C'est pour cette raison qu'elle a été surnommée la « lettre de Geimlich ». Avant la rédaction de ce texte, Hitler s'entretint avec le capitaine Ulrich Meyer, qui lui suggéra de s'adresser à Geimlich afin de populariser l'idée que les Juifs étaient responsables de la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale.
Selon Marvin Hier, doyen du centre Simon Wiesenthal, il s'agit de son premier écrit politique où il expose ses projets pour les Juifs. Il existe difficilement un document plus pertinent pour comprendre la Seconde Guerre mondiale. Il expose les raisons de cette guerre du point de vue de son initiateur, Adolf Hitler. Dans certains paragraphes, Hitler mentionne que l'antisémitisme est facilement caractérisé comme un phénomène émotionnel. Mais c'est incorrect. L'antisémitisme, en tant que mouvement politique, ne peut et ne doit pas être défini par des impulsions émotionnelles, mais par la reconnaissance des faits. Dans sa lettre, Hitler affirme que le judaïsme est absolument une race et non une association religieuse. Il qualifie également les Juifs de accumulateurs de richesses, cherchant à conquérir le monde grâce à l'argent. Il poursuit en affirmant que le danger que représente le judaïsme pour notre peuple s'exprime par l'aversion indéniable de larges pans de notre population. Cette aversion découle principalement des contacts personnels et de l'impression personnelle laissée par les Juifs en tant qu'individus, impression qui est presque toujours défavorable. De plus, avec une haine profonde, il ajoute « Chaque personne poursuit un but plus grand, que ce soit la religion, le socialisme, la démocratie. Pour les Juifs, ce ne sont qu'un moyen, une façon de satisfaire leur soif d'or et de domination. » L'antisémitisme, alimenté par des raisons purement émotionnelles, trouvera toujours son expression sous la forme de pogroms, c'est-à-dire d'attaques violentes contre les Juifs. Et il poursuit « Mais l'antisémitisme fondé sur la raison doit conduire au combat et à la suspension systématique des privilèges juifs. Son but ultime, cependant, devrait être l'élimination sans compromis des Juifs en tant que tels. » Il souligne également que si un gouvernement puissant devait diriger l'Empire allemand, la menace juive pourrait être gérée en niant ses droits, mais que son objectif ultime doit être l'élimination définitive de tous les Juifs. Encore loin du pouvoir, Hitler a clairement démontré ses ambitions et ses convictions. Selon Hier, Hitler expose une idéologie qui exige un gouvernement impitoyable ayant le courage de les éliminer complètement. Ce qui est clair, c'est que même à un très jeune âge et encore largement inconnu dans la politique allemande, il croyait que ce combat ne pouvait pas être mené avec des gangs ou des actes sporadiques, mais avec une organisation gouvernementale derrière lui. Sans aucun doute, et malgré les convictions du reste des membres du Troisième Reich, cette lettre montre que la genèse de la pensée antisémite, en tant qu'emblème de la Seconde Guerre mondiale, est venue de l'esprit d'Adolf Hitler. Cependant, les experts du domaine indiquent que, malgré le caractère révélateur de la lettre de Geimlich, il est impossible de déduire quelle stratégie le gouvernement adopterait pour mener à bien l'éradication des Juifs. Ils mentionnent également que le mot allemand utilisé pour désigner cela est « Entfernung », qui signifie « distance » ou « retraite ». Dans le contexte de l'après-Première Guerre mondiale, ce terme pourrait désigner la ségrégation ou l'expulsion du territoire allemand et non un massacre de masse comme ce fut le cas. Deux firmes qui ont changé le destin du monde, Versailles et Balfour. Après la fin de la Première Grande Guerre, 50 pays se préparent à signer le traité de Versailles. Il s'agit d'un accord signé en 1919 entre les vainqueurs de la Première Guerre mondiale et l'Allemagne. Il a été établi que l'Allemagne avait été en grande partie responsable du développement de la guerre et avait donc imposé des conditions sévères. Il s'agit notamment du désarmement obligatoire, d'une compensation financière pour les victimes en guise de réparation de guerre et de la perte de vastes étendues de territoire. Les Allemands reçurent la nouvelle du traité avec un grand mécontentement, car ils considéraient que les conséquences étaient inabordables. Au lieu de cela, les États-Unis ont refusé de signer, convaincus que ces conditions dures et restrictives n'entraîneraient que des conséquences pires. Dans un discours prononcé le 13 avril 1923 à Munich, Hitler parle du traité de Versailles. Le traité a été conclu pour entraîner 20 millions d'Allemands à la mort et pour ruiner la nation allemande.
Dans ce même discours, il a également mentionné que l'expulsion des Juifs de la race sanglante allemande conduirait à des atrocités contre le peuple juif. L'une des questions qui se posent concernant le contexte concerne la déclaration Balfour, dont les spécialistes affirment qu'elle a été promue par le traité de Versailles. Il s'agit d'une lettre envoyée par le ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur Balfour, au baron Lionel Walter Rothschild, chef de la communauté juive britannique. Ce texte a été inclus en 1922 par la Société des Nations dans le mandat britannique pour la Palestine, par lequel le Royaume-Uni s'est vu officiellement confier l'administration de ces territoires. Voici la lettre écrite par Balfour. « Cher Lord Rothschild, j'ai le grand plaisir de vous transmettre, au nom du gouvernement de Sa Majesté, la déclaration suivante de soutien aux aspirations des Juifs sionistes, qui a été transmise au cabinet et approuvée par celui-ci. Le gouvernement de Sa Majesté est favorable à l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et fera tout son possible pour faciliter la réalisation de cet objectif. Étant clairement entendu que rien ne doit être fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à l'attention de la Fédération sioniste. Modis, au cours des premières années, 100 000 immigrants juifs s'installèrent en Palestine. Dans ce contexte, la question se pose, connaissant la déclaration Balfour, pourquoi Hitler n'a-t-il pas expulsé les Juifs d'Europe? Il est vrai que cette idée, comme solution à la question juive, a été initialement discutée dans les cercles nazis, mais a finalement été rejetée pour diverses raisons, principalement des convictions idéologiques et une résistance géopolitique. Tout d'abord, les plans d'Hitler n'incluaient pas de déplacement, mais plutôt un génocide. En considérant les Juifs comme la cause profonde des problèmes non seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe, son objectif était de les éliminer et non de les déplacer. En revanche, la résistance arabe était incontestable. Hajj Amin al-Husseini, le grand moufti de Jérusalem à l'époque, était fermement opposé à l'immigration juive, craignant qu'une telle autorisation ne conduise à la création d'un État juif. En fait, il a rencontré plusieurs responsables nazis pour tenter d'arrêter l'immigration juive et a approuvé les plans du futur Führer pour le judaïsme. Pour ces raisons, Hitler n'a même pas envisagé d'utiliser ce territoire à son avantage, mais a plutôt choisi de plaire aux muftis en éliminant le peuple juif. Le coup d'État manquant qui a donné vie à Mon combat. Les 4 premières années après la création de la République de Weimar, la nation qui a remplacé l'Empire allemand, ont été marquées par de graves problèmes économiques. La Première Guerre mondiale avait laissé un pays dévasté et affamé. En 1923, le parti nazi comptait plus de 50 000 membres qui souhaitaient de nouvelles mesures contre la République démocratique. C'est pourquoi, dans la nuit du 8 novembre, Hitler lança une tentative de coup d'État, également connue sous le nom de Putsch, qui eut lieu dans la brasserie Bürgerbräu. Keller, à Munich. Gustav Ritter von Kahr, Premier ministre de Weimar, était présent à cette réunion, assistant à un rassemblement auquel il n'avait pas invité Hitler, qui fut profondément offensé. Plusieurs troupes d'unités d'assaut fidèles au mouvement de résistance national-socialiste attendaient là. Dès l'arrivée du Stoßtrupp Adolf Hitler, c'est-à-dire du détachement de garde du corps personnel d'Hitler, le dirigeant nazi a tiré des coups de feu vers le plafond avec son pistolet, a interrompu la réunion et a déclaré que la révolution nationale avait commencé. Il ordonna rapidement à Kahr, ainsi qu'à 2 membres du triumvirat bavarois, von Lossow et von Seisser, de se rendre dans une pièce voisine. Une fois qu'ils furent localisés loin de l'agitation de la brasserie, il les intimida sous la menace d'une arme. Les dirigeants bavarois acceptèrent, se rendirent dans la salle principale et, devant une foule, annoncèrent les nominations clés du nouveau gouvernement. Kahr profita cependant d'une erreur d'Hitler et de ses hommes de main, extrêmement désorganisés. Il a pu dénoncer le renversement et ordonner aux unités militaires et policières d'arrêter Hitler et ses hommes.
Finalement, après un procès, Hitler fut condamné à 5 ans de prison à sécurité minimale à Landsberg am Lech pour haute trahison. Cependant, même si le coup d'État s'est soldé par un échec, Hitler a profité de l'expérience pour diffuser la propagande nazie. Jusqu'alors, cette nouvelle n'avait pas bénéficié d'une grande popularité auprès des Allemands, mais elle a été immédiatement reprise par la presse locale et internationale. Sur la totalité de sa peine, Hitler n'a purgé que 8 mois qu'il a utilisés pour commencer à écrire son premier livre « Mein Combat, mon combat ». Avec cette œuvre littéraire, il espérait non seulement gagner de l'argent, mais aussi servir de plateforme de propagande pour exprimer ses opinions et attaquer ceux qui l'avaient trahi, lui et le pays tout entier. Le livre s'intitulait à l'origine « 4 ans et demi de lutte contre les mensonges, la stupidité et la lâcheté, un procès ». Il a cependant choisi de le raccourcir et de l'intituler « Mon combat ». Le premier volume a été publié en 1925, suivi du deuxième l'année suivante. Le propriétaire de la maison d'édition n'était pas satisfait du livre, mais cela n'intéressait guère Hitler. Je savais que cela visait ceux qui étaient convaincus de suivre son idéologie. Bien qu'il ait été un best-seller dès le début, très peu de gens ont réussi à le lire en entier, non seulement en raison de sa longueur de 800 pages, mais aussi en raison de son vocabulaire difficile. En 1934, avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler, les ventes explosent. 1 million d'exemplaires vendus en un an, à un prix compris entre 7 et 12 marks selon les éditions. Ce montant représentait une somme assez élevée pour les salaires de l'époque. Au fil du temps, ils ont commencé à le donner aux vétérans handicapés ou amputés, aux diplômés universitaires et aux jeunes mariés le jour de leur mariage. Le livre commençait par la phrase suivante « Conformément au verdict du tribunal populaire de Munich, je devais commencer mon incarcération à la prison de Landsberg, sur le Lech, le 1er avril 1924. » Il poursuivait ensuite en expliquant l'objectif du livre. Le progrès des grands mouvements du monde a généralement été dû à de grands orateurs. Cependant, il est essentiel que la doctrine soit exposée dans sa partie fondamentale. De cette façon, Hitler vendait l'une de ses plus grandes compétences. Parmi ces longues pages se trouvent plusieurs paragraphes dans lesquels il dénigre et vilipende les Juifs, générant une conspiration brutale sur ce que signifiait l'institution du judaïsme à cette époque. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des phrases exactes d'Hitler dans lesquelles il démontre sa haine la plus abominable envers quiconque se déclare juif. La doctrine juive du marxisme rejette le principe aristocratique de la nature et remplace le privilège éternel du pouvoir et de la force par la masse numérique et son poids mort. Ainsi, elle nie la valeur de la personnalité humaine, remet en question l'importance de la nationalité et de la race et prive ainsi l'humanité du fondement de son existence et de sa culture. Fondement de l'univers, cette doctrine entraînerait la fin de tout ordre intellectuellement concevable pour l'homme. Et de même que dans le plus grand de tous les organismes connus, l'application d'une telle loi ne pourrait aboutir qu'au chaos sur Terre, elle ne pourrait aboutir qu'à la destruction de ses habitants. Si, avec l'aide de sa croyance marxiste, le juif triomphe des autres peuples du monde, sa couronne sera la couronne funéraire de l'humanité, et cette planète, comme il y a des milliers d'années, se déplacera dans l'éther dépourvu d'hommes. C'est pourquoi aujourd'hui je crois que j'agis selon la volonté du Créateur Tout-Puissant. En me défendant du juif, je lutte pour l'œuvre du Seigneur. À quel point l'existence de ce peuple repose sur un mensonge permanent. Les protocoles des sages de Sion, tant haïs par les Juifs, le démontrent de manière incomparable. Ils sont fondés sur un faux, déplore et s'écrit le Frankfurter. L'hebdomadaire Zeitung, la meilleure preuve de son authenticité, car une fois que ce livre devient le bien commun d'un peuple, la menace juive peut être considérée comme détruite. Puisque le juif n'est pas l'agressé mais l'agresseur, non seulement l'agresseur se fait passer pour son ennemi, mais aussi ceux qui lui résistent. Or, les moyens par lesquels il cherche à briser ces âmes téméraires mais droites ne sont pas la guerre loyale, mais le mensonge et la calomnie.
Ici, il ne recule devant rien, et dans sa vilenie, il devient si gigantesque que personne ne devrait s'étonner si, parmi notre peuple, la personnification du diable comme symbole de tout mal prend la forme vivante du juif. L'ignorance des larges masses sur la nature intérieure du juif, le manque d'instinct et l'étroitesse d'esprit de nos classes supérieures font du peuple une victime facile de cette campagne juive de mensonges. Alors que, par lâcheté innée, les classes supérieures rejettent un homme qu'un juif attaque par des mensonges et des calomnies, les grandes masses, par stupidité ou naïveté, croient tout. Les autorités de l'État se taisent ou, comme c'est souvent le cas pour mettre fin à la campagne de presse juive, persécutent les injustement attaqués, ce qui, aux yeux d'un tel fonctionnaire, apparaît comme une façon de préserver l'autorité de l'État et de préserver l'ordre public. La domination juive dans l'État semble si assurée qu'il peut désormais non seulement se dire à nouveau juif, mais qu'il admet sans relâche ses visées nationales et politiques. La fin n'est pas seulement celle de la liberté des peuples opprimés par les Juifs, mais aussi celle de ce parasite qui ronge les nations. Après la mort de sa victime, le vampire, tôt ou tard, meurt aussi. Malgré son succès, il a reçu des critiques élogieuses de la part de divers journaux. Il l'accusait d'exposer des formules creuses, des absurdités plus ou moins pathétiques et d'être plein de futilités très triviales. Le journaliste Stéphane Grossman a également mentionné qu'il avait certains doutes sur l'intégrité mentale de l'auteur. Dans un rapport, Sven Felix Kellerhoff, auteur de Mon combat, l'histoire du livre qui a marqué le XXe siècle, a estimé que c'est un livre chaotique et extrêmement répétitif. Le nombre considérable de digressions et de divagations affaiblit sa structure. En général, seuls deux aspects fondamentaux ressortent clairement. Son antisémitisme radical avec ses fantasmes d'anéantissement et son sentiment d'être appelé à assurer l'avenir du peuple allemand en conquérant un espace vital à l'Est, ce qui passerait par la conclusion d'un accord longtemps recherché, mais irréaliste, avec la Grande-Bretagne. Certains historiens s'accordent à dire qu'Hitler s'est inspiré de sources diverses et que ses idées n'étaient pas du tout originales, à l'exception de sa manière de combiner tout ce qu'il avait lu jusqu'alors, notamment les protocoles des sages de Sion et le Juif international. Il est également accusé d'avoir commis des erreurs démontrables sur des passages prétendument autobiographiques, car il choisit d'embellir des parties de son histoire pour provoquer certains effets chez son public. L'histoire cachée de l'ami juif d'Hitler. Malgré la haine d'Hitler envers les Juifs, il réussit à se lier d'amitié avec une jeune fille d'origine hébraïque. Le surnom de « fille du Führer » est même devenu connu. Son nom était Bernhardine Nienau, mieux connu sous le nom de Bernhil Nienau. Il est né le 20 avril 1926 à Dortmund, en Allemagne. Son père était le docteur Bernhard Nienau, décédé peu avant sa naissance, et sa mère était l'infirmière Caroline, dont le nom de famille était Morgenstern. Les lois de Nuremberg, qui déterminaient l'origine raciale des personnes, concluaient que Bernhil était à un quart juif. En 1928, ils s'installèrent à Munich et, bien qu'elle fût victime de discrimination, elle réussit à conserver sa citoyenneté du Reich. Au printemps 1933, alors qu'Hitler et ses hommes de main construisaient des camps de concentration pour héberger et exterminer les Juifs, Bernhil, alors âgé de 6 ans, et sa mère se tenaient à la tête du flux de visiteurs à Obersalzberg, où Hitler vivait dans sa résidence. Hitler s'émerveillait des yeux bleus brillants et des cheveux blonds de Bernhil. En raison de son prétendu visage arien, il l'a choisi pour une visite plus approfondie. Le plus curieux est qu'à cette époque, Hitler savait déjà que la grand-mère et la mère de Bernhil étaient juives. Ils ont entretenu une amitié qui a duré environ 6 ans. Bernhil l'appelait « oncle Adolphe », tandis qu'il s'adressait à elle en l'appelant « chérie ». Ils avaient tous les deux le même anniversaire, le 20 avril, alors ils ont fêté leurs anniversaires ensemble. Parmi les 17 lettres qui ont été conservées après la fin de la guerre, il y en a une que Bernhil a écrite à Adolf Hitler et à Wilhelm Bruckner, son principal conseiller,
Munich, le 27 septembre 1936. Cher oncle Bruckner, j'ai beaucoup de choses à te dire aujourd'hui. Pendant les vacances, nous étions à l'Obersalzberg et j'ai eu la chance de voir mon cher oncle Hitler 2 fois. Malheureusement, tu n'as jamais pu venir. Je suis déjà occupé avec mon tricot de Noël. Je tricote à nouveau des chaussettes pour l'oncle Hitler car je lui ai demandé s'il lui en restait l'année dernière. Il a dit « Oui, cette année je peux tricoter avec une laine plus fine. Maman ne m'aide qu'avec le talon. Elles seront bien chaudes et comme il voyage beaucoup, il est important qu'il n'ait pas froid aux pieds. Maman te salue aussi et t'envoie plein d'amour et de bisous de la part de ta Bernil. » Le 19 avril 1938, Fritz Wiedemann, l'adjudant d'Hitler, a décrit l'indifférence d'Hitler à l'égard de l'ascendance de la jeune fille comme une attitude purement humaine envers l'enfant. Cependant, lorsque Martin Bormann a découvert ce qui s'était passé, il a interdit à Bernil et à sa mère d'entrer dans la résidence. Heinrich Hoffmann a essayé de publier des photos d'Hitler avec Bernil, mais Bormann lui a formellement interdit de le faire. Alors, il en a informé Hitler. Bien que les livres contenant ces photographies se soient bien vendus, Hoffmann n'a pas pu continuer à la photographier. Bormann avait pris cela personnellement et avait ordonné que tous les livres dans lesquels Bernil apparaissait soient détruits. Dans un livre publié après la guerre, Hoffmann écrit « Il y a des gens qui ont un réel talent pour gâcher ma joie ». En mai 1938, l'officier supérieur nazi ordonna à Caroline et Bernil de ne plus se présenter à la résidence. Le 5 octobre 1943, à l'âge de 17 ans, Bernil décède à l'hôpital de Schwabing d'une poliomyélite spinale. La philosophie de la haine qui a fondé le racisme et l'antisémitisme. Parmi les centaines d'adjectifs qui peuvent définir Adolf Hitler, son zèle raciste et antisémite prédomine et motive le reste de ses qualités. D'une manière générale, les racistes croient que les caractéristiques innées et héréditaires déterminent biologiquement le comportement humain. Cette doctrine affirme que le sang est ce qui définit l'identité nationale ethnique. Ainsi, dans ce type de pensée, un être humain a de la valeur non pas en raison de son individualité ou de ses propres caractéristiques, mais uniquement en raison de son appartenance à une supposée nation raciale collective. Ainsi, les nazis percevaient l'histoire entière de l'humanité comme une lutte biologiquement déterminée entre des peuples de races différentes. À leur tour, ils attribuaient un intellectualisme juif dangereux, fondé sur des considérations raciales, à des mouvements politiques tels que le marxisme, le communisme, le pacifisme et l'internationalisme. En 1931, la SS a créé un bureau de la race et de l'établissement, chargé de mener toutes sortes d'enquêtes raciales susceptibles de déterminer l'aptitude des conjoints potentiels des membres de la SS. En 1935, après l'arrivée au pouvoir des nazis, ils adoptèrent rapidement les tristement célèbres lois raciales de Nuremberg, qui codifièrent une définition prétendument biologique du judaïsme. Selon ses propres théories, seuls les Allemands et certains autres Européens du Nord étaient aryens, c'est-à-dire appartenant à une race supérieure. D'autre part, les nazis, motivés par leur racisme, considéraient les malades mentaux et physiques comme des imperfections du paysage génétique qu'ils appelaient la race supérieure, et que leur reproduction représentait un danger biologique pour la pureté de la prétendue race aryenne. Au cours du second semestre de 1939, après une collecte et une planification minutieuse, les médecins allemands ont commencé une série de meurtres de résidents handicapés dans diverses institutions à travers l'Allemagne. Cette opération a été appelée euthanasie. Conformément à ces pratiques, pendant la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de médecins nazis ont mené diverses expériences frauduleuses pour identifier des preuves physiques de la supériorité aryenne et de l'infériorité non-aryenne. Après avoir assassiné des centaines de milliers de prisonniers non-aryens, les nazis n'ont pas réussi à trouver de preuves pour étayer leurs théories sans fondement sur les différences raciales entre les êtres humains. Cela indiquait qu'il s'agissait d'une question idéologique et non scientifique.
Comme on le sait, durant leurs années au pouvoir, les nazis ont mis en œuvre des lois et des politiques raciales qui ont non seulement privé les Juifs de leurs droits, mais aussi les Noirs, les Roms, les homosexuels et d'autres. Les dirigeants nazis avaient donc l'intention de procéder à un nettoyage ethnique. Cette politique incluait le meurtre et l'annihilation des soi-disant races ennemies, ce qui incluait le génocide et la destruction des dirigeants des peuples slaves. Le racisme nazi a produit des meurtres à une échelle sans précédent. La haine d'Hitler envers les Juifs était basée sur ces théories. En bref, les raisons pour lesquelles Hitler et d'autres antisémites haïssaient les Juifs étaient les suivantes. Ils les tenaient pour responsables de la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Ils ont été accusés d'être responsables des problèmes économiques et du chômage élevé de l'Allemagne. Ils étaient certains que les Juifs étaient déterminés à dominer la culture allemande et toutes les entreprises locales. Ils pensaient qu'ils étaient soit trop riches, privant ainsi les autres Allemands de leur richesse, soit trop pauvres, au point de devenir des criminels. Ils étaient responsables du manque de moralité dans la société moderne. Fidèles à leur religion, ennemis des chrétiens et désintéressés de l'État allemand. Ils étaient les créateurs du bolchevisme et du capitalisme. C'est pourquoi ils étaient déterminés à attaquer les frontières de l'Allemagne. Mais la raison principale qui englobait toutes ces raisons était qu'ils étaient racialement inférieurs à ceux appartenant à la race aryenne. Hitler avait une obsession profonde pour cette prétendue race aryenne, et sa quête de la disparition du judaïsme a conduit au meurtre d'environ 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. L'antisémitisme d'Hitler a finalement conduit à ce qui est devenu connu sous le nom d'Holocauste, l'extermination systématique de ceux qui n'appartenaient pas à la race aryenne. Lors de la conférence de Wannsee en 1942, les dirigeants nazis ont officialisé la solution finale visant à anéantir l'ensemble du peuple juif. Dans le détail, près de 2 700 000 juifs sont morts dans les différents centres d'extermination tels qu'Auschwitz, Birkenau, Chelmno, Sobibor, entre autres. Près de 2 millions de juifs ont été anéantis lors d'exécutions et de massacres divers dans plus de 1500 villes et villages. Entre 800 000 et 1 million de juifs ont été assassinés dans divers ghettos, camps de travail et camps de concentration. Enfin, au moins 250 000 juifs ont été assassinés dans d'autres actes de violence, notamment des émeutes antisémites, des exécutions individuelles, des assassinats de partisans, des marches forcées, des trains et des bateaux. L'Holocauste a été, sans aucun doute, l'une des plus grandes atrocités de l'histoire de l'humanité, si ce n'est la plus grande. C'était tout. À la prochaine vidéo.